Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de poursuivre avec vous les échanges dans le cadre de la 9e édition du festival Building Beyond à travers une problématique véritablement déterminante, grand projet énergétique concerté sans court-circuité. Alors on le sait, l'acceptabilité des citoyens est plus que jamais nécessaire pour implanter et donc pour mener à bien les grands projets de transition énergétique, mais les débats sur le sujet tournent souvent à la caricature. Soit il y aurait d'un côté de gros opérateurs qui prendraient des décisions majeures au détriment des riverains, ou à l'inverse des citoyens qui seraient systématiquement hostiles à tout projet qui serait pourtant bénéfique à l'ensemble de la société sur le long terme. Or, vous l'imaginez bien, sur le terrain, la réalité est loin d'être si binaire, et au contraire, le dialogue apparaît comme la clé pour réussir la transition énergétique qui, de toute façon, on le sait, est inévitable. Hop, alors... un petit problème de fiche. Alors, comment concilier les attentes qui sont légitimes de la population et la réussite des grands projets énergétiques? Comment développer de nouveaux modèles de concertation qui permettraient d'adapter les besoins du terrain aux stratégies nationales? C'est tout l'objet de cette table ronde pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche donc Ewan Baguet. Vous êtes chargé de la concertation au sein du réseau de transport d'électricité RTE. Bonjour. Bonjour. Et à votre gauche, donc j'ai le plaisir d'accueillir Judith Ferrando. Vous êtes sociologue et co-directrice de l'agence Mission Publique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et enfin, merci Frédéric Gilly d'avoir également accepté notre invitation. Vous êtes économiste, directeur associé de l'agence Grand Public et également professeur à l'école urbaine de Sciences Po. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors peut-être pour commencer ces échanges, commençons avec vous, Judith Ferrando. Votre métier consiste à accompagner les décideurs pour mettre en discussion les choix collectifs avec justement les personnes concernées. Pour introduire le débat, quel constat est-ce que vous dressez des méthodes actuelles de concertation au regard des enjeux? Comment expliquer le sentiment d'absence de démocratie sur les grands choix énergétiques qui peut être ressenti par certains citoyens? Vaste question pour commencer, donc peut-être je vais vous dire sur quoi je me base parce que j'ai pas une connaissance absolue et universelle de ces questions-là. Il se trouve qu'à Mission Publique, j'ai eu la chance d'être dans le secrétariat général du débat national sur la transition énergétique en 2013, autant dire il y a 100 ans. Déjà le sujet était comment on fait de la question de la transition énergétique un sujet approprié par l'ensemble des Françaises et des Français et comment on se projette sur la politique énergétique, les grands choix énergétiques des 20-30 prochaines années. Je vous spoil la fin. En fait, force est de constater qu'entre ce qui avait pu être dit à ce moment-là en termes d'attente, alors que ce soit celle des citoyennes et citoyens, mais celle aussi des acteurs, des parties prenantes et les choix qui ont été faits, il n'y a pas eu de continuité. Et donc, je m'inscris vraiment dans ce qui a été dit précédemment par la table ronde. Il y a une question de prévisibilité et de consistance des choix collectifs pour la France qui permettent à tout le monde de comprendre ce qu'on est en train de construire quand on fait le choix d'avoir des énergies qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. On ne parlait pas encore exactement de ça en 2013, mais je fais un raccourci, et de vivre de manière durable sur la planète. Comme il y a eu des choses extrêmement fortes exprimées sur les attentes de mix énergétique et que ces choses-là n'ont pas été conduites de manière régulière par les gouvernements successifs, quelque part, ça donne l'impression que les citoyens ne savent plus très bien où on en est sur les enjeux de transition. Ça, je dirais, c'est la première chose. Donc ça, c'est première expérience. J'ai aussi eu la chance d'accompagner la Convention citoyenne pour le climat, qui a aussi beaucoup parlé des questions de transition énergétique. Et j'ai accompagné de nombreux panels citoyens, notamment dans le cadre de la Commission nationale des débats publics, les débats publics récents sur la relance du nucléaire. Et donc, c'est à partir de ces expériences que je vais vous raconter un peu ce que j'entends. Et un des points essentiels, c'est que il y a des choses qui sont récurrentes depuis 2013 et qu'on voit aussi, j'ai accompagné des plans climat, etc., qu'on voit de manière très, très générique dans la demande des citoyens, et puis il y a des choses qui sont nouvelles. Ce qui est récurrent, pour dresser très vite le sujet, c'est besoin d'être informé, de comprendre ce qui se joue, d'être associé aux discussions. Là, aujourd'hui, la concertation, parfois, arrive trop tard quand tous les choix sont faits, avec l'impression que, par ailleurs, les porteurs de projets qui sont convaincus de la qualité de leur projet, en toute sincérité, et ça c'est très bien, mais arrivent en essayant de vendre la bonne parole et non pas d'entendre ce qu'il y a dans le territoire. J'y vais un peu fort pour nuancer après, bien sûr, ce qui est là, mais il y a un besoin de créer des espaces informés sur ces sujets-là, dans lesquels il y a des apports d'informations contradictoires. Et ça, c'est pas toujours ce qui a lieu. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la prise en compte de la vulnérabilité par rapport à l'énergie. Et ça, en 2013, on ne le vivait pas aussi fortement, bien sûr. La dépendance énergétique aux autres pays a toujours existé, mais le monde géopolitique, ça a été dit aussi avant, a changé depuis la guerre en Ukraine.
et avec une montée aussi effectivement de la contestation et de la grogne sur des enjeux de justice sociale. Comment réussir une transition écologique qui soit acceptable et qui ne pèse pas sur les plus fragiles économiquement quand le prix de l'énergie augmente, quand la précarité énergétique a drastiquement augmenté, les chiffres de l'ADEME sont édifiants sur ce sujet. Et donc on voit qu'il y a à la fois un cadre du débat qui n'est pas très constant, qui n'est pas très prévisible, qui n'est pas très clair, et une montée de la crispation qui est extrêmement forte, c'est sûr, et qui ne rend pas facile le fait de déployer des grands projets. Mais pour y revenir un peu sur... ça, c'est la version pessimiste. Tout n'est pas perdu. Heureusement, il y a plein de manières d'améliorer le cadre de la concertation aujourd'hui. Mais je dirais c'est grands enjeux. Et l'autre aspect, et j'ai aussi accompagné la Commission européenne dans un panel citoyen européen, et ce qui ressortait, et ça, je dirais, c'est la ligne conductrice, c'est tous ces panels citoyens, donc de citoyens tirés au sort, qui ne sont pas des écologistes, qui ont juste envie de vivre bien et de vivre bien durablement sur cette planète, disent la priorité, c'est de réduire la demande d'énergie avant d'augmenter l'offre. Et ça, je veux dire, vous l'avez dans tout. Je vous invite à lire sur le site du débat public, de la CNDP, les avis citoyens. Dans tous les préambules, vous trouverez cette notion-là. C'est-à-dire, après, on peut discuter des impacts, on peut discuter des technos, mais la question, c'est que le projet de société qui est attendu, c'est celui-ci. Sans dire que c'est simple, sans dire que c'est aux autres de bouger, ni aux Chinois, ni aux milliardaires, en disant, trouvons les moyens de discuter du projet de société qui a derrière le besoin de produire et de consommer de l'énergie. Merci. Oui, on reviendra largement sur la crispation et peut-être les nouvelles manières d'inverser la manière de faire la concertation. Mais peut-être avant cela, parlons de l'intérieur. Hein. Vous l'avez dit, Judith Ferrando, les attentes citoyennes sont extrêmement fortes. Vous, Erwan Baguet, donc, en tant qu'opérateur national, comment les pratiques de concertation évoluent-elles? Est-ce qu'on peut dire que finalement, les méthodes de concertation et leur volume a autant évolué que les attentes et au même rythme en fait, que les enjeux de transition énergétique? Alors on court après le ballon, forcément. Simplement pour vous dire en introduction peut-être que donc, chez RTE, la concertation c'est un vrai métier, c'est-à-dire qu'on forme des gens à la concertation. Il y a environ une centaine de personnes chez RTE, donc c'est le métier à plein temps, répartis dans les différentes régions. Voilà, c'est des professionnels qui sont formés aux différents outils et méthodes de la concertation pour justement aller discuter avec les territoires quand on a des projets. Et effectivement, vous avez raison, ça a évolué et on est passé d'une concertation qui était purement, j'ai envie de dire, réglementaire, obligatoire, il y a bien longtemps déjà, mais c'était le cas à une époque, à une concertation qui est devenue, parce qu'on en avait aussi la conviction, un besoin pour pouvoir implanter nos ouvrages. Donc on est passé dans les années 70-80 à la fée électricité où vous veniez implanter le pylône, c'était presque la fête au village puisqu'on avait enfin l'électricité en abondance. Aujourd'hui en 2025 c'est un peu moins le cas. Quand on implante un nouvel ouvrage, ça prend plus de temps, plus de discussions et donc il y a beaucoup plus de processus de conservation. Et donc au regard de ça, les outils ont aussi évolué. Les premiers outils, c'était sûrement l'enquête publique, hein, donc c'était une formalisation de la participation citoyenne assez stricte et qui arrivait plutôt en fin de course, en fin de projet. Et aujourd'hui, on déploie un nombre, j'ai presque envie de dire, illimité d'outils, puisqu'on va largement au-delà de ce que nous impose la réglementation, et on essaye, au-delà des figures imposées que peuvent être les réunions publiques, la concertation préalable ou les enquêtes publiques qui existent encore, eh bien, on fait tout un tas de choses. Alors, c'est des outils pratico-pratiques, hein, c'est des ateliers de co-construction, de participation, on fait les marchés, avec un minibus pour informer les gens et essayer de les faire participer. Et puis, donc ça c'est pour les outils peut-être pratiques sur le terrain. Et puis on a aussi le pendant numérique, parce qu'à partir des années 2020 et le Covid, on s'est aussi mis au numérique, en tout cas ça a poussé les outils numériques. Et on a des plateformes participatives également en ligne. D'accord, donc de nombreux outils, mais j'imagine que pour qu'ils fonctionnent, il faut que les citoyens y participent et se sentent concernés. Frédéric Gilly, est-ce que selon vous, l'énergie est devenue un véritable sujet pour les Français ou est-ce qu'elle demeure encore un peu un domaine d'initiés, de sachants, d'ingénieurs ou encore de planificateurs? Bonjour à nouveau. Moi, dans les enquêtes et les analyses que je conduis depuis 15-20 ans maintenant, j'ai noté une bascule assez majeure et marquée au moment du grand débat national, de la crise des Gilets jaunes. Et il y a eu un moment comme ça, en 6-8 mois,
On enquille Gilets jaunes, grand débat national, grande mobilisation des jeunes autour du climat et première énorme vague de sécheresse avec incendie. Et en 8 mois, la façon que les sujets écologiques, environnementaux et énergétiques avaient de monter dans les enquêtes et dans les débats a radicalement changé. Avant l'automne 2018, les seuls qui spontanément parlaient dans les débats ou dans les enquêtes qualitatives que je mène massivement en amont des enjeux écologiques et énergétiques, c'était des écolos ou des ingénieurs. Et les registres sémantiques sur lesquels ces sujets-là venaient étaient hyper techniques. Et comme l'avantage, c'est qu'on filme les gens qu'on interviewe, vous voyez très très bien en fait la glotte qui se positionne légèrement différemment et les gens qui passent en langage automatique. Ils parlent normalement de leur vie, de leur projet, de leur territoire, et puis paf, à un moment donné, ils commencent à parler écologie, énergie et environnement, et ils se mettent en mode automatique. Ils répètent du langage appris ou incorporé. Et à partir de l'automne 2019, après cette année de bascule, c'est radicalement différent. J'ai des gens qui rien ne rattache aux questions écologiques, environnementales ou énergétiques, qui en parlent avec leurs tripes, à partir de leur boulot, à partir d'expériences vécues, à partir de leurs enfants. C'est-à-dire que le sujet qui était un enjeu technique saisi par les priorités politiques du moment est devenu véritablement un sujet politique. Je pense que le problème qu'on a, c'est que les citoyens ont fait la bascule, mais tout notre appareillage technico-politique, de concertation, de discussion, de partis politiques, de programmes, n'a pas fait la bascule. Et donc en fait, on continue à aller chercher les gens sur le terrain de l'information scientifique et technique, de la pédagogie, etc., alors qu'en fait, ils n'ont pas besoin du tout de pédagogie. Ils sont très très au fait de tout ça, pas d'un point de vue technique, mais du point de vue des enjeux politiques sous-jacents que ça recouvre. Voire, quand on vient les chercher avec de la pédagogie, ils s'énervent. Et alors qu'on vient de manière assez... moi, je le constate dans les concertations auxquelles j'assiste, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Mais dans les concertations auxquelles j'assiste, en tant que citoyen, en tant que... Je vois bien ce qui se passe dans les salles, c'est que dès qu'il y a des éléments de pédagogie qui commencent à arriver, les gens se crispent. En mode, mais en fait, d'où vous êtes là pour nous faire la leçon. Et on le voit ça vaut pour les projets énergétiques, comme pour les projets urbains ou pour les projets d'aménagement. Aujourd'hui, c'est comme si on n'avait jamais la possibilité d'amener un projet dans un territoire. C'est toujours une levée de bouclier. Et dans les réunions de concertation, comme ne viennent que ceux qui ont des choses à dire contre, rarement on ne voit pas les gens venir avec des drapeaux pour un projet, quoi. Enfin, ou alors c'est suspect. C'est peut-être des gens les 99 autres concertateurs qui sont là et donc résultat ça met toujours le porteur de projet dans une situation très compliquée parce qu'en fait il est forcément mis par la scénographie même de la concertation dans une situation de défense. Donc on ne peut pas avoir un débat équilibré et sincère. Quand vous arrivez en défensive, les gens le sentent. Ça les rend encore plus méfiants parce qu'ils se disent ouais, mais qu'est-ce qu'il a à cacher s'il est sur la défensive? Et donc mécaniquement ça rend le truc très désagréable pour tout le monde. Et ce que j'observe moi, c'est que en réalité ce qui crée ce système-là dans lequel la plupart des concertations sont prises et la plupart des maîtres d'œuvre et d'ouvrage sont pris, c'est le terrain même sur lequel on va discuter avec les gens. Tout ce dont on discute là depuis hier, c'est un sujet éminemment politique. Et en réalité, on fait de la technocratie participative. On construit des choix, on construit des espaces très techniques, très rationnels, et on autorise les gens à venir y participer. Ce n'est pas de la démocratie participative, c'est de la technocratie participative. Et les gens, ils veulent ni discuter de comment, ni de où, ils veulent d'abord discuter de pour qui et pourquoi. Et quand on installe ça comme terrain, à la fin, on peut discuter de où et comment. D'abord parce qu'on a beaucoup plus de gens qui viennent, parce que quand le débat n'est pas technique mais qu'il est politique, il est
plus appropriable par tout le monde, donc on n'a pas de problème de participation. Donc vous avez, enfin je le racontais en aparté tout à l'heure, mais on vient de travailler sur un sujet super technique, hein, le recul du trait de côte autour de l'étang de Thau à 7. 4500 personnes sont venues participer à la concertation, et sur des modalités de participation où ils demandaient aux élus d'être encore plus ambitieux dans les transformations techniques et politiques attendues. Alors que tout le monde, au début, mettait le pied sur le frein en mode, voilà, on va annoncer à des gens qu'on va les exproprier, que les maisons... Enfin, c'était a priori, les gens étaient super tendus. On a juste fait un truc, c'est qu'avant que les hydrauliciens travaillent, on est allé voir les habitants. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi? Que les habitants, ils avaient très très bien compris que le climat changeait, qu'il y avait des sécheresses, que l'eau montait, que la salinité des sols remontait, et que ça allait mettre en péril toute l'organisation du territoire. Et c'est ça qu'ils attendaient de leurs élus, qu'ils prennent la mesure de cet enjeu politique. Oui, Erwan Baguet, je vous sens réagir. Oui, parce que je partage complètement ce qui vient d'être dit. On a effectivement, nous, le sentiment, quand on apporte un projet, qui montre une étape préalable, qui est la préparation du territoire au projet qui vient. Nous, on vient avec une solution, hein, mais en fait, on a oublié, et ça, à qui la faute et qui doit porter ce message-là, la question se pose réellement, qui doit échanger avec le territoire sur voulez-vous des clients, voulez-vous des industriels, voulez-vous... Et en fait, nous ne sommes qu'une solution, c'est vrai, et quand on apporte, nous, une solution, si le territoire n'a pas été préparé, c'est effectivement compliqué, vous avez parfaitement raison. Pardon, je vais être bref, mais on parle beaucoup de technosolutionnisme, mais il n'y a pas que dans la techno qu'il y a du solutionnisme. On est dans du solutionnisme tout craint, et vous avez parfaitement raison sur ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire qu'on vient avec des solutions, et notre monde dans lequel nous vivons, il a avant tout besoin de questions. Et on ne peut pas avoir de bonnes solutions si on ne s'est pas mis d'accord sur les questions. Mais là où vous avez potentiellement un problème, c'est que quand la puissance publique ne s'occupe plus de son boulot, qui serait d'arriver à clarifier les questions, vous avez peut-être une responsabilité dans le fait de vous-même porter ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça vous met dans une situation confortable, mais en fait, vous ne pourrez pas avancer dans vos projets si ce boulot-là n'est pas fait, et si la puissance publique ne le fait pas, c'est peut-être à vous de le faire. En effet, oui, c'est un sujet qui mérite justement, et c'est tout l'objet de cette séquence, d'essayer de trouver des solutions pour aller plus loin en matière de concertation. Peut-être Judith Ferrando, comment, selon vous, créer des espaces d'information mutuelle, essayer un peu de réussir à réconcilier ces deux parties, de monter en compétences collectives pour que les discussions donnent lieu et justement à des prises en compte concrètes de la part des décideurs publics des attentes des citoyens. Oui, alors déjà, juste pour dire que je m'inscris vraiment dans ce qui vient dit par mes deux comparses, parce que d'une part, oui, les méthodologies ont changé. Moi, j'enseigne aussi à Paris 1 dans un master ingénierie de la concertation. Il y a eu tout un développement énorme de la diffusion des méthodologies, de bonnes méthodologies de concertation. Les méthodologies, elles sont matures. La question, c'est sur quoi on les fait porter. Une méthode, ça reste qu'une méthode, ça ne nous donne pas la direction du bateau. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en discussion. Et c'est vraiment la question du projet. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble sur un territoire? À quoi ça sert de produire l'énergie? Est-ce qu'on est prêt à en accepter les risques, les incertitudes? Et c'est ces sujets-là qui ne sont jamais mis en discussion. Et le problème des porteurs de projets, qui par définition arrivent avec un projet... Alors, RTE, par ailleurs, a un rôle un peu différent, puisque vous avez aussi un rôle vraiment de schéma de développement. Vous avez récemment mis en débat public, d'ailleurs, votre schéma de développement à 10 ans. Donc, c'est pas déjà du projet local, mais cette segmentation par projet empêche de penser le projet collectif et de ce qu'on a envie de vivre ensemble et se poser les bonnes questions. Et c'est ça la vraie difficulté, c'est cette segmentation qui donne l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il faut aller de l'avant. Et effectivement qui coince le sujet. Ça, c'était juste pour revenir là-dessus. Donc, de quoi on discute? Et déjà, on peut commencer par se poser des questions. Déjà, une bonne manière de faire, c'est se dire, au fond, c'est quoi les problèmes qu'on a derrière et c'est quoi les enjeux. Et c'est là que je suis d'accord avec toi, Frédéric, il ne faut pas arriver avec de la pédagogie au sens, on n'est pas en train d'éduquer des enfants, c'est fini cette époque-là. Il faut arriver à partir des questions des gens et essayer d'apporter des éléments de réponse, mais des vrais éléments de réponse. Et aujourd'hui, c'est ça une très grande difficulté que moi je peux constater quand donc dans nos panels citoyens, de citoyens terrosorts dans le débat public, à un moment donné, viennent dans les réunions classiques du débat public porter leurs recommandations, leurs interpellations. Et ce moment-là est parfois très difficile parce que c'est
deux mondes qui se confrontent. Un monde où les gens ont pris le temps de discuter entre eux, de partir de leurs questions, d'interroger des experts très diversifiés, des experts qui sont contradictoires. La contradiction, où est la place d'une contradiction apaisée dans notre société? C'est très compliqué. Ils arrivent dans les réunions publiques, et là, c'est juste une foire d'empoigne pour plein de raisons de passifs, parce que c'est bien de concerter, mais après, comment on fait la preuve que le projet a évolué? Parce que le propre de la concertation, c'est d'être prêt à faire évoluer un projet ou une politique publique. Si on ne fait pas la preuve qu'on a pris d'une manière ou d'une autre en considération ce que les citoyens, les ONG ont porté, c'est forcément les gens après ne reviennent plus dans le même état d'esprit la fois d'après. Donc en fait, il y a vraiment des enjeux de recréer des règles du jeu pour s'écouter, dans lesquelles la colère elle a sa place. Ça ne veut pas dire qu'il faut être très... on ne prend pas le thé entre amis, hein, mais pour ça, on met en place, par exemple, ça a été fait des cartographies de controverses. Moi, je suis frappée, par exemple, je me rappelle du débat Panly, donc sur les EPR2 de Panly, dans lequel les pros relance du nucléaire comme les anti disaient la même chose, disaient c'est la seule solution, vous m'entendez bien, la dramaturgie, pour arriver à résoudre la crise climatique. En tant que citoyen, on se dit juste, on nous prend pour des oeufs, puisque qu'on soit pro-nucléaire ou anti, on nous dit que de toute manière, c'est sa seule solution qui résoudra la question. Donc la question d'avoir des cartographies de controverses, de voir sur quoi, y compris en ayant des intérêts opposés, on arrive à se mettre d'accord le plus loin possible, et sur quoi c'est insoluble, et avoir à ce moment-là, un choix politique clair et assumé me semble important. L'autre aspect, c'est effectivement se dire que sur les questions d'énergie, on en a parlé, vous en avez parlé hier, je crois, les citoyens, ils ont envie de reprendre du pouvoir. Reprendre du pouvoir, c'est avoir du choix, c'est pouvoir être informé, c'est pouvoir être eux-mêmes auteurs de solutions de production de consommation et d'autoconsommation. Et on sait que là, il y a des choses qui sont compliquées sur le plan réglementaire. On sait que ça prend énormément de temps et que ça se construit d'une demande locale et non pas d'un projet qui arrive. Donc c'est aussi la question de d'où vient la demande. Et c'est tout à fait différent. Il y a des endroits où ça s'est super bien placé, le développement de l'éolien dans des territoires en Centre-Val-de-Loire, parce que ça a été porté d'abord par des habitants et des maires qui ont vu l'intérêt économique pour le territoire. C'est beaucoup plus compliqué quand c'est juste un repérage par un opérateur d'un bon endroit pour déployer quelque chose. Donc c'est vraiment cette question de dans quel ordre on fait les choses qui est important. Et je dis ça en toute humilité parce que c'est compliqué de faire à la fois ça et d'être à la hauteur de la vitesse dans laquelle il faudrait être de la transformation. Et comme l'a dit la table ronde avant, on n'y est pas du tout. Mais il y a vraiment un enjeu de faire avec, parce que sinon, on va arriver à des situations dans lesquelles on est déjà, dans certains territoires, où aucun projet ne sort de terre, ni d'ENR, ni de nucléaire, ni quoi que ce soit. Et donc là, on a un vrai sujet, et refaire un vrai débat collectif de pourquoi on a besoin de cette consommation. Et ce n'est pas pour dire que les citoyens doivent moins consommer d'énergie individuellement. C'est qu'est-ce qu'on est en train de produire comme système économique qui nous rend dépendants de beaucoup plus d'énergie. On a parlé des data centers tout à l'heure. J'ai rien contre les data centers en tant que tels, hein. C'est pas une religion, mais c'est la question de se poser la question de ce qu'on est en train de construire par les non-choix collectifs qu'on est en train de faire comme besoins demain, qui vont faire que même s'il y a des grands sauts technologiques, on va avoir des effets rebonds désastreux pour l'environnement. Et l'autre aspect, c'est vraiment arrêter de parler de neutralité carbone et de décarbonation. Cette monomanie du carbone est un fléau. C'est un vrai sujet. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet. Je dis que si on ne parle pas de la question des limites planétaires et de la question des ressources, et notamment des ressources en eau, on sera à côté de la plaque. Et ça, là aussi, les panels citoyens le disent sur la question de la relance du nucléaire. Il y a plein de choses sur lesquelles il y a une confiance dans ce que dit EDF, mais la question de la maîtrise des incertitudes climatiques et des ressources n'est pas du tout probante aujourd'hui, c'est ce que disent les citoyens. Je ne porte pas de ce jugement-là. Je dis qu'à un moment donné, il faut répondre aux questions qui sont posées par les citoyens et pas aux réponses sur ce qui est maîtrisé. C'est sur l'immaîtrisé qu'il faut justement qu'il y ait un compromis collectif pour accepter les risques ensemble. Oui, on comprend bien en vous écoutant que finalement concerter c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est suivi des faits. Les citoyens ont envie de participer, de reprendre du pouvoir. Est-ce que vous avez des exemples concrets déjà? Est-ce que vous partagez ce que vient de dire Judith Ferrando, mais en tout cas, comment concrètement la puissance publique prend en compte les attentes des citoyens lorsqu'elle concerte? Est-ce qu'on a des exemples de décisions qui ont évolué ou de manières de faire qui ont été différentes une fois qu'on a mené la concertation au-delà d'informer les citoyens? Alors, je ne représente pas toute la puissance publique. Très, très modestement, ce n'est que RTE. Donc, RTE, c'est une entreprise de 10 000 personnes qui s'occupe du réseau de transport d'électricité. Donc, c'est la haute et très haute tension. Hein. Ce sont les autoroutes d'électricité françaises. Et juste pour faire le lien avec ce qui venait de dire, on a des missions de service public. Et une de ces missions dit qu'on se doit de raccorder tout client qui en fait la demande.
Et typiquement pour les data centers, une fois que le data center nous a fait une demande de raccordement, on ne peut pas la refuser. On se doit de proposer une solution de raccordement. Et si au préalable, les pouvoirs publics n'ont pas échangé avec le territoire ou les territoires sur l'opportunité d'accepter ou pas un data center, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, la souveraineté numérique, on l'apprend pas. Si ce travail-là n'a pas été fait, effectivement, nous, quand on arrive pour raccorder un data center, et on n'a pas le choix de le faire, eh ben, on se retrouve à défendre cette politique nationale, quelque part, et c'est peut-être pas tout à fait notre rôle parfois. Alors, cependant, on le prend un petit peu ce rôle. On fait de plus en plus de documentation sur ces sujets-là. Je vous invite à lire le Futur énergétique 2050, où voilà, on met à disposition des projections, des hypothèses pour que chacun puisse s'éclairer sur le sujet et faire des choix le moment où il peut les faire. Et c'est pas seulement en direction des pouvoirs publics, c'est en direction de tout le monde. Et après, très concrètement, sur les projets, comment on prend en compte ce que nous disent les gens? Alors, il y a deux façons de le faire. Enfin, on le fait de deux façons principalement. Sur les plateformes de questions-réponses, on répond à chacune des questions en quasi-temps réel, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin des questions-réponses, on se donne un petit délai quand même de réponse, mais au fur et à mesure, on répond aux citoyens, donc on donne un peu de visibilité sur où on va. Et à la fin de la consultation, on met à jour notre documentation en disant ce qu'on a pris en compte, ou ce qu'on n'a pas pu prendre en compte aussi, ça arrive, et comment on a modifié notre projet. Donc dans notre cas très concret à nous, ça peut être une modification de trajectoire d'ouvrage, par exemple, c'est le cas le plus souvent, sur un territoire, on n'a pas vu, on n'avait pas connaissance d'un point particulier, bon, on peut passer par ailleurs, donc ça arrive qu'on modifie nos projets dans ce sens. Oui, donc on voit que des modifications de projets existent, il y a une prise en compte du terrain. Frédéric Gély, du point de vue un peu citoyen, que ressentent les personnes qui ont participé à des consultations? Est-ce qu'il y a peut-être aussi un manque de... Enfin, pour comprendre en fait ce qui a été changé par rapport à ce qu'elles ont dit pour contribuer, est-ce qu'elles sont assez connaissances en fait finalement des résultantes dont vient de parler Édouard Baguet? Alors, je vais répondre à votre question, mais avant ça, sur 2050, alors d'abord merci pour le boulot que vous avez fait, parce qu'il se trouve que j'ai publié récemment un bouquin sur la France en 2050, et avec l'ADEME et l'INRAE, vous n'êtes pas nombreux à avoir bossé de manière sérieuse pour aider l'ensemble du pays à pouvoir se projeter. Et ça fait du bien de pouvoir récupérer toutes ces données et ces chiffres. Mais ce qui m'avait marqué, puisque après le bouquin, je suis allé faire des conférences un peu partout dans le pays, ce qui était assez marquant, c'était en fonction de... c'était des conférences très ouvertes. Moi, je parlais 15 minutes, et puis après, on faisait 2 heures de débat ouvert sur le bouquin. Et ce qui était assez marrant, c'est en fonction de l'endroit où on était, les gens ne se posaient pas forcément les mêmes questions. Quand on fait un débat à Villeurbanne, les gens se posaient la question des inégalités dans les villes, à horizon 20-30 ans. Quand on faisait un débat autour de 7, c'était les questions industrielles. En Mayenne, c'était l'avenir des territoires ruraux. Mais la dernière heure du débat portait systématiquement et toujours sur les mêmes sujets. Les habitants disaient au bout de 3 quarts d'heure, ils disaient mais en fait, au début, on prend un gros coup sur la tête quand vous nous parlez de 2050, parce qu'on se dit qu'on ne va pas être à la hauteur. Et puis en fait, c'est rassurant, ce que vous nous dites, c'est qu'on a toutes les cartes en main. Mais en vrai, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord pour les jouer. Et la dernière demi-heure du débat était systématiquement sur les questions démocratiques, mais comment est-ce qu'on va arriver à se mettre d'accord pour prendre notre avenir en main tous ensemble, avec des décisions à la hauteur des ambitions qu'on peut avoir pour nos enfants, pour nous, pour ce pays, et pour les endroits où on vit, dans les 5-10 prochaines années, parce que 2050, ça se décide d'ici 2035, quoi. Donc c'est maintenant. Et la principale angoisse, elle était démocratique. Elle n'était pas sur les limites, sur ci, sur ça. Les gens se disaient, mais en fait, si on nous crée des espaces, on y arrivera à se mettre d'accord. Parce qu'on a des ressources, il y a plein de choix durs à faire. On n'arrivera pas à tout faire. Mais on a les cartes en main. Et donc la question, elle est fondamentalement démocratique. Et donc en réalité, oui, il faut explicitement dire ce qu'on a changé, ce qu'on a retenu de ce que les... Mais il faut aussi que la règle du jeu soit claire dès le début, c'est-à-dire qu'on vienne
en expliquant clairement que la démarche dans laquelle on est, c'est une démarche de co-construction très ouverte. Si on est là en disant, bon, voilà notre projet, et s'il y a des trucs qui ne vous vont pas, on va pouvoir les changer, en fait, on ne donne pas du pouvoir aux gens. On va avoir quelques personnes qui sont réticentes, hostiles ou quoi que ce soit, qui vont faire les remarques, et il faudra dire si on l'a pris ou pas. Mais en réalité, ce n'est pas là que se niche le pouvoir essentiel. Ça, c'est le pouvoir de, en gros, vérifier que les intérêts particuliers un peu stratégiques ne sont pas heurtés par le projet. Ce n'est pas un pouvoir politique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les débats qui n'ont pas de questions. Ils ont une interrogation. Et si on cherche du question-réponse, on les touche jamais. Et si on pense, si on organise la concertation comme une question-réponse, il n'y a que ceux qui ont des questions qui viendront pour chercher des réponses. Et tous ceux qui n'ont pas forcément de questions spécifiques, mais que le sujet interpelle, intéresse, préoccupe, et ben en fait, ils ne viendront pas. Donc en fait, il y a un vrai sujet, c'est exactement pareil que pendant les élections. On a encore vu aux élections municipales un taux d'abstention faramineux, les gens ne viennent plus voter, les gens ne viennent plus participer aux réunions de participation, mais tout simplement, moi je suis économiste de formation, vous savez, c'est un simple problème d'offre et de demande. Hein. Quand la demande ne vient pas, enfin quand la demande n'est pas là, quand il n'y a plus personne qui vient voter, il n'y a plus personne qui vient participer, c'est peut-être à un moment que l'offre n'est pas la bonne. C'est peut-être que les programmes politiques ne répondent pas aux questions implicites et philosophiques que se posent les gens sur le monde dans lequel ils vivent. Et c'est peut-être que toutes les concertations qu'on organise sont mal pensées, mal construites, et qu'en fait, elles sont pensées d'une manière qui fait que les gens se disent « mais en fait, c'est pas pour moi, quoi ». Et donc, il y a plein de méthodologies qui existent, etc. Mais on a, je pense, un problème philosophique sur qu'est-ce qu'on cherche à faire d'un point de vue politique quand on réunit des gens autour d'un projet. Et cette question-là, moi, à mon avis, elle n'est pas traitée. Et tant qu'on ne la traitera pas dans les partis politiques, dans les grandes administrations, dans les grandes institutions et dans tous les professionnels de la participation, on ne résoudra pas le problème dans lequel on est. Ah oui, c'est une question importante et qui doit être abordée, mais quand même, vous le pointez, la méthodologie demeure et c'est aussi une question d'approche, la manière dont la personne... Mais si vous vous posez pas... Enfin, c'est des textes classiques dans la littérature sur la participation. Si vous ne vous posez pas la question de quels sont les publics avec lesquels vous travaillez, si vous ne mettez pas comme prérequis que la participation doit être massive, c'est pas à 100, 200 personnes, c'est massif, et représentatif. C'est-à-dire, en gros, vous ne pouvez pas considérer que si les ouvriers ne viennent pas, c'est leur problème. Si les ouvriers ne viennent pas, c'est votre problème. Si les mamans ne viennent pas, c'est votre problème. Si les chômeurs ne viennent pas, c'est votre problème. Si les chefs d'entreprise ne viennent pas, c'est votre problème. Ce n'est pas leur. On considère trop de manière systématique que les citoyens ont perdu le sens civique et que tant pis pour eux, ils auront qu'à se plaindre et se lamenter quand la France sera partie dans les choux et dans les décors, ou se plaindre si les projets ne se font pas. Ben non, en fait. C'est notre problème à tous, et c'est particulièrement le problème de ceux qui sont en responsabilité par leur choix professionnel, les carrières qu'ils ont choisies et les métiers dans lesquels ils sont engagés, qui ont dit à leurs concitoyens, moi je vais m'occuper de ça. Si nous, on ne fait pas notre taf, on ne peut pas considérer que c'est la faute des citoyens s'ils ne respectent pas derrière les espaces qu'on ouvre. Si les espaces ne les intéressent pas, c'est notre problème, ce n'est pas le leur. Oui, justement, en matière d'approche, Judith Ferrando, quelles seraient, du coup, en prenant en compte tous ces éléments, les conditions, peut-être pas idéales, mais en tout cas les conditions nécessaires à une bonne concertation ? Mais en fait, pour opposer un tout petit peu de résistance à la question, parce que je partage ce qu'il dit là, c'est que les citoyens, quand on prend le temps de discuter avec eux de comment ils vivent sur un territoire, par exemple sur la question de l'énergie, partir de c'est quoi la manière de vivre, la difficulté à payer les factures. On a travaillé sur les questions de précarité énergétique, je travaille sur les questions de précarité alimentaire, etc., en allant là où les gens habitent, en discutant avec eux, etc. En fait, très vite, ils font le lien entre ce qu'ils vivent et les enjeux plus globaux. Donc, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Effectivement, ça se fait assez naturellement. Pour moi, la question, c'est comment... je dirais c'est un niveau d'au-dessus, c'est-à-dire comment la question des grands projets se concerte entre acteurs économiques,
avec les acteurs aussi associatifs et les citoyens. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que, au-delà du problème que tu as déjà soulevé, c'est le problème qu'on a tendance à concerter en silo les citoyens. Donc on va faire des démarches, on va recueillir leurs paroles, et tout ce qui a été dit par Iroir est très bien. C'est très bien d'aller, et je le fais aussi, hein, donc c'est vraiment pas une critique, c'est bien de faire des panels citoyens. La question, c'est comment ça nourrit la prise de décision, les prises de décision collectives qui sont faites par les élus locaux, par les élus nationaux, par les députés, par les acteurs économiques, comment les ONG environnementales sont dedans et pas dehors, mais acceptent aussi de jouer. Et c'est pour ça que je parlais de la question de cartographier les controverses, c'est-à-dire se dire, au fond, on a plein de choses contradictoires à faire vivre, à faire coexister. C'est quoi les choix et on ne pourra pas tout faire. Et ça, c'est pas simplement en faisant de la concertation avec les citoyens, au sens des habitants, qu'on y arrivera. Il faut arriver à créer des espaces où tout ça se discute localement. Et c'est pas du tout impossible. Il y a vraiment des méthodes qui existent comme pour ça. Il y en a plein. La question, les méthodes existent. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les mobiliser pour prendre des choix différents et donc de changer fondamentalement la gouvernance. C'est plus la question de la gouvernance le problème que la question de la concertation. Je prends un exemple qui n'a pas de rapport avec le nôtre, la question de la ressource en eau. Et ce qu'on a vécu à Sainte-Soline, comment on fait en sorte que ça ne reparte pas. Il y a des gouvernances de l'eau très anciennes en France, qui datent des années 60, hein, les commissions locales de l'eau, les schémas d'aménagement de la gestion de l'eau. La question, c'est comment on est capable de les organiser pour que, elles embarquent vraiment des habitants aussi, mais aussi qu'elles soient capables de faire des nouveaux compromis collectifs. Parce que les citoyens, quand on prend le temps avec eux, par exemple, je parle de précarité énergétique, que ce soit dans le panel citoyen européen avec, c'est pas massif, mais 200 citoyens tirés au sort dans toute l'Europe qui sont venus discuter, ou que ce soit dans des panels citoyens plus locaux ou dans des concertations qu'on a fait, il y a beaucoup de propositions sur, par exemple, le fait d'avoir une tarification progressive, sur le fait d'avoir des quotas. Parce qu'en fait, la question, c'est comment on garantit à tous un minimum juste d'accès à l'électricité, par exemple, ou à l'énergie. Et en fait, cette question-là, elle revient très souvent, mais elle n'est pas suivie des faits. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si on regarde 10 ans s'il y avait une mémoire organisée de tout ce que les citoyens disent dans un territoire en matière d'attente, on n'aurait pas besoin de leur reposer forcément à chaque fois la question. Mais c'est comment on est capable d'avoir des politiques publiques et des actions à la hauteur de ça. Pour moi, c'est un vrai sujet. Et je pense que toutes les questions dont je vous ai dit avant, la question de la consommation, les communautés d'énergie, par exemple, c'est beaucoup plus développé, les communautés d'énergie, dans d'autres pays. Il y en a 8000 aujourd'hui en Europe, il y en a très peu en France, parce que c'est très long, parce que c'est très compliqué. Et du coup, on perd les citoyens les plus... on va dire, les plus précaires dans ces dispositifs, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place des systèmes qui les embarquent sur le long terme et qui confortent là. Mais là aussi, c'est une question de choix collectifs, pas que politique, hein, je ne veux pas renvoyer tout sur la politique publique, mais de choix collectifs. Et à mon avis, effectivement, en arrêtant de mettre ça sur une question individuelle. Et je pense qu'on a aussi, faut sortir, on parlait du technosolutionnisme, il faut sortir aussi de l'illusion que c'est simplement la question de la maîtrise individuelle de sa propre consommation. On a déjà eu ces promesses-là dans les années 2000 autour des smart grids. Là, je vois que ça revient. Les smart grids se sont développés, mais elles n'ont pas permis d'avoir forcément une meilleure maîtrise par les citoyens de leur consommation. Elles ont surtout permis de mieux réguler les flux, ce qui est sans doute très bien aussi, mais ce n'est pas du côté des citoyens habitants consommateurs que ça a changé fondamentalement la donne. Oui, donc peut-être que de nouveaux modèles de concertation sont à inventer, mais déjà il faudrait mobiliser peut-être davantage ceux qui existent déjà. Warren Baguet, vous me disiez que parfois il y a très peu de citoyens qui se déplacent lors des consultations ou finalement certains projets reçoivent assez peu de contributions. Donc comment on explique un peu ce paradoxe? Finalement c'est assez dommage. Quel message vous souhaiteriez peut-être faire passer aux citoyens pour que chacun en fait participe? Si le message, je l'avais trouvé, je vous le dirais avec grand plaisir, mais c'est le même message qu'on pourrait adresser aux électeurs qui ne se déplacent pas. C'est je pense que fondamentalement, c'est la même problématique. Et c'est difficile de ne pas siloter parce que quand on veut toucher différents publics, je vous donne des exemples, on fait des réunions publiques à différents horaires le soir et la journée pour que justement les personnes qui travaillent puissent venir le soir. Donc on se mobilise le soir.
Alors le soir, c'est quoi? C'est 19h avant manger ou c'est 21h après manger, mais pendant le film. Donc on fait les deux. C'est en journée parce qu'il y en a qui sont disponibles en journée et pas le soir. On le fait aussi. On va sur des plateformes internet telles Twitch, qui est moins la bonne maintenant, mais pour essayer de toucher des jeunes la nuit, sur des modes d'interview vraiment qui ne nous ressemblent pas, qui sont un peu contre nature, mais on y va quand même pour essayer. Mais de facto, on silote. Effectivement, en fait, on silote la participation. C'est extrêmement compliqué de siloter, puis après de faire l'ensemblier. C'est pas facile. Et puis en termes de responsabilité, là aussi, c'est pas évident, puisque on a quand même, nous, 2 concertations, entre guillemets, qui coexistent, au moins d'un point de vue réglementaire. On a la concertation qu'on fait, ce qu'on appelle avec les parties prenantes, avec les élus, avec tout ce qui est structuré, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie. Et à côté de ça, on a la concertation avec, je veux dire, le grand public, les riverains. Et en termes de responsabilité, faire cohabiter les deux, c'est pas évident. On a des élus encore aujourd'hui, je ne citerai ni aucun nom ni aucun territoire, qui nous disent l'élu c'est moi, j'ai été élu pour ça. Ça s'appelle la démocratie représentative. Et donc en fait, c'est chouette de faire participer les citoyens, mais ça doit me revenir à moi la décision. Et puis les citoyens, le soir même ou le lendemain, ils nous disent mais non, ça a changé, maintenant c'est la démocratie participative. Et donc faire le lien entre les deux, c'est pas évident. Et je pense qu'on est sur des modèles de sociétés qui n'ont pas totalement atterri. Et donc on se bat aussi un petit peu avec ça. Donc peut-être qu'on papillonne, qu'on essaye de faire un peu pour tout le monde, mais l'ensemblier n'est pas facile à réaliser. Oui, on comprend, même si finalement il y a la volonté, c'est pas facile de mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric Gilly? Non, mais c'est certain que le modèle de société n'est pas atterri et le modèle politique est en transition. Et après, sur moi, on parle beaucoup pour les services publics, notamment du aller vers. Moi, ce que je constate, c'est que ça suffit pas. En fait, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Moi, pour que... je parlais tout à l'heure, par exemple, d'une démarche dans laquelle on a embarqué 4000 personnes. C'est 15 000 personnes touchées. Et les 4000 personnes, on avait leur 06. On les appelait 3, 4, 5 fois avant chacune des rencontres. Et c'est 7-8 personnes à temps plein, H24, 6 jours sur 7, parce qu'il y a le droit du travail quand même. Mais en fait, ouais, il faut aller sur les plages le week-end, il faut aller sur les terrains de foot le samedi après-midi, il faut aller au conservatoire le mercredi. Et pendant que les gamins sont en train de jouer, il faut aller prendre un café avec les parents, il faut aller discuter et les convaincre que leur parole sera utile dans la réunion qui se tient 3 semaines après, et qu'on compte beaucoup sur eux ce jour-là, et les rappeler 4 jours après en leur disant « j'ai repensé à ce que vous m'avez dit, ça serait vachement bien que vous veniez parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit ça comme vous l'avez dit. Des gens qui pensent comme vous, il y en a pas mal, mais comme vous l'avez dit, pas beaucoup. » Et les rappeler 1 semaine après en leur disant « je compte sur vous, hein. Vous serez là, parce qu'en fait, j'en ai parlé à l'animateur, j'en ai parlé aux dirigeants, ça les a vachement intéressés ce que vous m'avez dit sur... et les rappeler le jour même en leur disant « ça va, vous n'avez pas de bouchon, ça se passe bien? Bon, je compte sur vous, je vous réserve une chaise. Hein. » Et malgré ça, vous avez 1/3 d'évaporation. Mais 1/3 d'évaporation, ça veut dire juste que pour mettre 300 personnes dans une salle, vous avez 3 semaines pour contacter et nouer individuellement des contacts avec 1000 personnes représentatives dans le territoire. Et c'est faisable. C'est faisable. 1000 personnes, c'est en gros pour toucher 1000 personnes, si vous savez vraiment bien vous y prendre, 2 personnes à temps plein pendant 3 semaines sur un territoire, vous avez une salle représentative de 300 personnes. Sauf que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, et surtout, ça demande beaucoup de réflexion en amont. Parce que soit vous silotez et vous adressez le même message, enfin un message différent et ciblé à chacune des personnes. Mais résultat, vous ne pouvez pas attraper la singularité de la personne. Parce que vous avez catégorisé votre population et vous lui adressez un message qui pré-embarque les a priori et les préjugés que vous avez sur elle. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est réfléchir beaucoup en amont en se disant mais en fait quel est le dénominateur commun qui fait que toutes ces personnes, au moment où je vais les attraper, vont être capables de se saisir de ce sujet d'une manière qui, moi, va m'intéresser. Et c'est le dernier point, mais je pense qu'on a un problème, c'est qu'on a tendance à considérer que les concertations, on les doit aux habitants, il faut les faire pour les habitants. Non,
Les concertations sont d'abord pour vous. Elles sont d'abord pour aider les porteurs de projets, les élus, à prendre des bonnes décisions. Et tant qu'on n'aura pas fait cette petite révolution copernicienne en se disant qu'on ne fait pas les concertations pour les habitants, mais qu'on les fait pour les projets, on aura du mal, parce que ça s'entendra qu'on ne les fait pas pour nous, donc en réalité que ça ne nous intéresse pas vraiment. Oui, Warren Baguet, je vous ai vu réagir et ce sera pour conclure afin de laisser quelques minutes à la salle pour les questions. Oui, je vous écoute. Très rapidement, c'est pour être dans le sens de ce qui vient d'être dit. On utilise un outil, pas assez à mon goût, mais pour aller chercher les gens. Ça va vous faire sourire peut-être, mais on fait du porte-à-porte. On missionne des équipes entières qui vont sur Internet faire du porte-à-porte. Donc c'est des centaines de personnes chez qui on va toquer. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, on abandonne. Mais en général, les gens, ils ouvrent. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Si le voisin n'a pas ouvert, ils vont nous parler. Des fois, ils nous font rentrer. On n'aime pas trop, mais des fois, ils nous font rentrer parce que ils sont plus à l'aise à parler. Mais voilà, c'est un exemple d'outil qu'on met aussi en œuvre pour justement aller chercher les gens et qui se sentent libres de discuter. Et voilà, on discute simplement de nos projets. Oui, c'est encourageant. On voit que du coup, de nouvelles méthodes émergent. On n'est plus à l'ère du tout numérique. Ce qui fonctionne, c'est le contact. Il nous reste quelques minutes. Peut-être on peut prendre une ou deux questions de la salle. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Je voulais revenir sur la Convention citoyenne sur le climat. Pour moi, c'est une expérience qui était hyper importante politiquement, dans la mesure où on prend des gens qui n'ont a priori pas de connaissances particulières sur le sujet, on les met en contact d'une expertise plurielle, contradictoire, mais de haut niveau. Et les gens en ressortent avec des ambitions qui dépassent celles de la PPE ou de la SNBC de l'époque. Je veux dire par là qu'ils ont repris des mesures qui pourraient tout à fait être du Shift Project ou du Negawatt ou du ADEME S1, S2. Voilà. Ma question, c'était par rapport à ça. Moi, je vous ai entendu dire au début, le public, il ne faut pas l'informer, il sait déjà beaucoup de choses. OK. Du coup, j'ai entendu, il faut leur parler du pourquoi plus que du comment. C'est peut-être ça une des clés. J'aimerais bien avoir votre retour sur qu'est-ce qui a marché dans le cadre de la... Et puis, une dernière réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas un problème démocratique aussi sur le passage, enfin, l'aboutissement qui devait être sans filtre des conclusions qui ne l'a pas été? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu démocratique autour du lobbying, tout simplement, globalement, dans la prise de décision politique aujourd'hui? Merci par avance. Oui, Judith, peut-être sur la consultation citoyenne. En fait, moi, je reviens sur la question de l'information. Je pense en tout cas c'est la question de quelle information et comment elle est donnée. Et donc pour moi, le premier point dans une convention citoyenne comme celle pour le climat, ou les panels citoyens dont je vous parlais, qui sont le même système avec moins de personnes, mais c'est aussi des personnes diversifiées qui sont tirées au sort, et où le panel citoyen, c'est qu'on part déjà de ce que vivent et connaissent et perçoivent les citoyens. On ne les prend pas comme des enfants à éduquer, mais des gens qui ont déjà des connaissances, des compétences, des métiers. Parce qu'en fait, un citoyen, c'est pas quelqu'un d'abstrait, c'est quelqu'un qui a tout un parcours de vie. Et en fait, on part de ce que les gens savent et de ce qu'ils ne savent pas, et des questions qui se posent, parce qu'ils ont d'abord commencé par parler entre eux. Et moi, j'ai fait des conférences citoyennes sur le projet CIGEO. On a fait intervenir les acteurs, les experts, pour parler de ce que c'est les déchets nucléaires et comment ils sont aujourd'hui gérés, à partir des questions des citoyens. D'abord, et ça change complètement les choses, parce qu'on sait que cognitivement, les gens écoutent plus, et surtout, ça met le doigt sur ce qui est important à savoir pour les gens, et non pas pour leur faire un cours. On n'est pas dans une position de simili-experts, on ne leur demande pas de devenir des ingénieurs nucléaires, par exemple. Et donc pareil pour la convention, l'enjeu c'est de partir des questionnements que les gens ont, et ça se construit un questionnement, parce qu'on part d'un concernement, comment je suis concerné par un sujet, à comment je me questionne. Et donc ça se construit, et après il faut de l'information, il faut qu'elle soit contradictoire, il faut rendre explicite les enjeux politiques derrière les sujets techniques, parce qu'il y a aussi une faculté à finalement à montrer la complexité technique et à perdre de vue ce que ça veut dire en termes de choix de société. Donc pour moi, c'est là que l'information est hyper importante. Et puis le dernier point, un des points, c'est que oui, c'est super les conventions citoyennes, c'est mon métier, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien, c'est super, sauf qu'en fait, ça ne fait pas bouger les acteurs. Or, les acteurs ont besoin de bouger. Et un des problèmes qu'on a eu sur la convention citoyenne pour le climat, hormis la promesse du sans filtre qui était juste, impossible quand dans un système représentatif avec un système parlementaire, etc. Et donc c'était juste, je ne sais pas, même
une erreur, quelque part, de dire ça, si je puis me permettre de dire ça au président, c'était une erreur, mais pour autant, en fait, le problème, c'est que les acteurs, les parties prenantes, notamment le système économique, n'a pas bougé d'un iota entre le début et la fin. Et à la fin, reçoit avec une forme de mépris, parfois de violence, même ressentant la violence des citoyens. Enfin, ça ne crée pas les conditions de bouger ensemble. Or, on a besoin que le système économique bouge, on a besoin que les ONG bougent. Les ONG environnementales étaient très très hostiles à la Convention citoyenne au début, pour beaucoup d'entre elles, beaucoup plus intéressées à la fin quand ils ont vu ce qui était ressorti. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient ça comme une concurrence symbolique, et ça s'entend. Et donc tout l'enjeu, c'est justement, c'est là que j'insistais, en termes de méthode, pour moi les méthodes, c'est d'utiliser ce qu'on sait extrêmement bien marcher dans la délibération démocratique pour faire des choix collectifs dans lesquels on met autour de la table tous ceux et celles et ceux qui sont concernés, y compris les parties prenantes et y compris les experts. Et ça existe. L'atelier du futur est une démarche qui permet ça. On peut faire des conférences de citoyens multi-acteurs. Et donc c'est ça, pour moi, c'est ça les méthodes qui permettront demain à ce que les projets énergétiques, mais comme d'autres projets, puissent vraiment s'arrimer aux enjeux de société et à la capacité de faire et de bouger de chacun des acteurs, parce que l'idée aussi, c'est pas de décerner des bons points ou des mauvais, mais d'arriver ensemble à faire ces choix démocratiques pour le futur. Oui, Frédéric Gilly, je vous vois réagir, ce sera aussi votre mot de la fin. Oui, parce qu'on est déjà en overlap de 14 secondes. Non, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez à la toute fin, et ce qui renvoie à ce que Judith disait à l'instant. Je parlais tout à l'heure de technocratie participative versus démocratie participative. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de la démocratie? Il y a l'enjeu d'avoir du pouvoir. Et donc, en gros, il faut se poser la question, on le sait à l'avance, qu'il va y avoir derrière des lobbies, et dans tous les sens. Et donc, les concertations, elles n'ont véritablement de sens que si elles touchent au pouvoir. Si on balance des solutions sans se poser la question de la performativité de la discussion, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, il n'y ait pas de performativité. Donc, les organisateurs, les installateurs et les concepteurs des démarches participatives doivent embarquer dès le départ la question de la transformation du rapport de force inhérente à la démarche. Et si la démarche, elle est juste productrice de solutions, mais qu'elle ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'elle devient un processus de transformation des rapports de force au fur et à mesure que le travail avance, à ce moment-là, c'est exactement pareil que les schémas et les planifications et tous les rapports gris qu'on empile et qui servent à caler les tables. En fait, on vit dans le monde réel. L'objectif, il est d'avoir un impact sur le monde réel. Et si on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que les rapports de force et les systèmes de représentation sont bousculés par ce qui est dit et par ce qui est posé sur la table, on n'a aucune chance de faire en sorte que le monde dans lequel on vit change. Écoutez, nous conclurons sur ces mots. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, pour ces riches échanges qui, finalement, reflètent bien le thème même de la table ronde, favoriser le dialogue pour aller plus loin dans la transition énergétique. Merci à tous de nous avoir suivis.